Je présente Cécile Renoir, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais je vois dans les participants que beaucoup doivent la connaître. Donc, Cécile est professeure de philosophie au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Elle enseigne donc dans plusieurs écoles, à l'ESSEC, à l'École des Mines de Paris et à Sciences Po. Elle a fondé, je crois, le campus de la transition, elle en est la responsable. Et enfin, elle a publié plusieurs ouvrages, dont 20 propositions pour réformer le capitalisme et éthique et entreprise. Et ces réflexions, je crois que plusieurs d'entre nous les connaissent et ils sont tout à fait intéressés par ces réflexions. Et donc, ça nous a paru, dans le cadre de notre cycle, où, comme vous l'avez vu, on invite des personnes d'origine et de parcours très diversifiés, ça nous a paru tout à fait intéressant d'avoir une discussion avec elle sur la transition écologique aujourd'hui et aussi sur voilà, la réflexion sur comment l'accélérer, comment la rendre plus concrète, sans doute. Voilà, et je crois qu'il y a beaucoup de points qui méritent d'être discutés. Voilà, donc Cécile, je te passe la parole pour le temps qu'il te faudra. Merci Géraud et bonjour à toutes et tous. Très contente de voir les visages. C'est vrai que c'est plus agréable de voir à qui on parle et puis je reconnais l'un ou l'autre visage connu. Donc bonjour notamment à celles et ceux que je connais que j'ai pas vu forcément depuis longtemps. Alors j'ai choisi de parler finalement de l'expérience du campus de la transition et du manuel de la grande transition, qui est un peu un des fruits de l'aventure du campus, et donc ouvrage qui vient d'être publié là aux éditions des Liens qui libèrent, et qui est le fruit d'un travail collectif. Voilà, alors pour situer le projet du campus de la transition, en fait, l'intuition que j'ai eue il y a 4 ans, c'était un peu à la faveur d'une relecture de mon propre cheminement, c'était de me dire, bon, ben, ça fait des années, je travaille un peu au croisement des enjeux d'analyse de ce que font des filiales de multinationales dans différents pays du Sud et réfléchir donc au capitalisme mondialisé en essayant de voir les leviers pour notamment les acteurs économiques que sont les multinationales et poser la question des nécessaires régulations, des instruments de mesure et d'évaluation qui pourraient permettre voilà, de favoriser des modèles économiques à la fois soutenables et équitables. Bon, et puis donc tout ça étant lié à une activité de recherche et d'enseignement dans différentes écoles. Et en fait, je me suis dit, mais au fond, ce que je vois côté multinational ou grandes écoles et universités, mais j'étais plus donc en lien avec des écoles, c'est le côté gros paquebot, avec des déclarations d'intention, sans doute de plus en plus de convictions, enfin au moins affichées vis-à-vis des enjeux de la transition écologique et sociale, et puis une certaine inertie, une grosse difficulté à bouger et à la hauteur des enjeux. Et donc, en fait, je me suis dit, mais notamment en réfléchissant aux enjeux du côté de l'enseignement supérieur, pourquoi ne pas créer une petite structure qui permettrait, qui évidemment ne serait pas en concurrence avec les écoles et les universités, mais qui permettrait d'être comme un laboratoire de ce que peut être une mise en transition dans un lieu, sur un territoire, et qui permettrait d'accueillir des formations et de proposer des parcours qui ne soient pas, à la fois pas hors sol, et qui prennent à bras le corps donc, les enjeux de ce que dans le manuel on appelait grande transition, c'est-à-dire en soulignant le fait qu'il s'agit d'articuler les enjeux écologiques, économiques, sociaux, culturels, citoyens, politiques. Voilà, donc ça c'était un peu l'intuition première du campus, puis je me suis dit je vais tester cette idée auprès d'amis, connaissances, des personnes comme Gaël Giraud, Alain Grandjean, voilà, d'autres avec lesquels je travaillais depuis pas mal d'années, et en fait tout le monde m'a encouragée à voir ce qui pouvait être fait, et de fil en aiguille, je suis allée aussi passer 4 mois au Schumacher College, qui est une petite université dans le Devon, enfin, qui est rattachée à l'université de Plymouth. Et au départ, c'était un centre de formation créé par Satish Kumar, un Indien très marqué par la pensée de Gandhi,
Et puis, donc, depuis une bonne dizaine d'années, il y a maintenant des masters en lien donc, avec l'Université de Plymouth. Et les personnes, pas mal de personnes auxquelles je parlais du projet de campus me disaient que je devrais aller voir parce que ce qu'on voulait faire ressemblait pas mal à l'expérience du Schumacher qui dure, donc, qui a été créée, je crois, en 1991. Et le fait d'aller sur place m'a permis de confirmer le fait qu'on n'a pas l'équivalent en France. Et je trouvais que c'était un lieu vraiment très intéressant pour pouvoir réfléchir au croisement de ce qui peut se faire à une échelle très locale. Et le Schumacher College est à côté de Totnes. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la première ville en transition. Et du coup, c'était intéressant de voir ce qui se faisait à un niveau territorial et en même temps avec le souci de proposer des formations qui réfléchissent à différentes échelles. Voilà, puis il se trouve que je suis membre d'une congrégation religieuse internationale à qui on avait donné un château avec 12 hectares en Seine-et-Marne après la guerre pour que ce soit un projet éducatif et social. Et du coup, c'est devenu une école, collège, lycée horticole, accueillant notamment aussi des enfants placés par les services sociaux. Et puis en 2016, pour des raisons financières, l'activité éducative dans un certain nombre de bâtiments de ce domaine a dû stopper. Il reste encore aujourd'hui un centre d'apprentissage au métier du cheval. Et par ailleurs, les responsables de nos communautés en France réfléchissaient à ce que pouvait être un nouveau projet pour ce lieu de forge, en essayant d'être fidèle à l'esprit du don. Et ce qui fait que quand j'ai évoqué le projet de campus, qui est un projet dont je précise bien qu'il est non confessionnel, les sœurs ont finalement m'ont proposé que le lieu soit mis à disposition de ce projet de campus. Et donc, nous nous sommes installés à l'été 2018 à 6, tout d'abord, dans ce lieu. 6, en fait, j'ai alors deux ingénieurs agronomes, une doctorante en littérature comparée sur les communs, un réfugié éthiopien et puis notre bénévole. Et puis, on a démarré donc l'activité sur place avec l'idée de pouvoir proposer donc une aventure collective qui nous permettrait de voir en mutualisant un certain nombre de choses par cette vie collective, ce qui permettait d'avoir une vie un peu moins carbonée, et puis en essayant de réfléchir par rapport à tous les aspects de notre vie quotidienne, c'est-à-dire sur les aspects à la fois de rénovation d'un bâtiment, les enjeux énergétiques, les enjeux de mobilité, les enjeux d'alimentation. Bon, un lien aussi avec les agriculteurs de la région, c'est plutôt des grosses propriétés, donc avec les enjeux de transition agricole. Voilà. Et donc, le projet de campus, on le résume souvent en disant c'est un projet de formation, de recherche et d'expérimentation de la transition. Donc voilà, les choses se structurent petit à petit sur la partie, disons, écolieu du campus. Donc c'est de la communauté de communes de Montereau, du pays de Montereau. Et donc intéressant parce qu'on est dans un village de 500 habitants à 3 km de la ville haute de Montereau, où il y a beaucoup d'enjeux socio-économiques, et puis encore dans le Grand Paris. Donc ça permet vraiment d'aborder différentes facettes des enjeux de la transition sur les territoires. Et puis on essaie de développer des partenariats avec la communauté de communes et avec des entreprises. Par exemple, la Fondation Michelin soutient là un projet pour les enjeux de mobilité bas carbone et inclusif sur le territoire. Donc là, on travaille à la fois avec Michelin et la communauté de communes pour voir que faire. Déjà pour notre petite problématique des 7 km entre la gare de Montereau et le château de Forges, mais plus largement pour voir comment favoriser à la fois de la mobilité douce et puis en prenant bien en compte les enjeux pour les populations, avec un certain nombre de personnes âgées isolées aussi sur le territoire. Voilà, pour donner un exemple. Et puis tout ça est aussi lié à une forte vie collective. On est 25 là, à être confinés ensemble à Forges, donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant, et de voir le public de ceux qui nous rejoignent, c'est à la fois des étudiants, et on a des étudiants en service civique sur les aspects écolieux et sur les aspects plus ce qu'on appelle le laboratoire, c'est-à-dire les aspects de formation et de recherche, l'un ou l'autre stagiaire, et puis des jeunes professionnels qui nous rejoignent parce que souvent après une première expérience professionnelle,
parce qu'ils ont envie ils réfléchissent à une réorientation et ils ont envie de participer, disons, à l'aventure du campus et parfois avec, au fur et à mesure, l'idée de se projeter sur plusieurs années pour contribuer au projet. Voilà, alors, donc ça, c'est la partie sur place. Et puis, j'arrive au manuel de la grande transition et aux enjeux de lien avec des établissements d'enseignement supérieur, voire des professionnels aussi. C'est le souhait donc, de pouvoir accueillir des formations. On a commencé à le faire dans la première année d'installation sur place en accueillant l'un ou l'autre cours délocalisés, au départ un de Centrale, un de l'ESSEC. Et puis, on a organisé avec le mouvement Colibri une formation sur 2 mois qui avait réuni en avril-mai 2019, je crois qu'ils étaient 22 étudiants, enfin il y avait une vingtaine d'étudiants et 3 professionnels, avec, je pense, un mix entre les compétences plus particulières du mouvement Colibri, notamment sur les enjeux liés à la permaculture, réflexion sur la gouvernance, et puis de notre côté, une analyse des enjeux à la fois éthiques, la question des modèles économiques, la question des communs, et donc proposer un parcours assez généraliste, mais qui permettait à des étudiants de différents horizons de participer à cette vie collective et de réfléchir à leurs orientations professionnelles. Et c'était intéressant parce qu'on avait à la fois des étudiants qui avaient formation en biologie, en aménagement du territoire, en sciences de l'éducation. Et puis, côté école, on avait pas mal d'ingénieurs et notamment 3 étudiants qui sortaient de Polytechnique, dont 2 qui étaient pris au corps des mines. Et là, c'était vraiment intéressant de voir dans la diversité du public de cette formation, les discussions qui existaient entre les uns et les autres, les uns voulant en gros aller vers la haute fonction publique et essayer en gros de changer les choses de l'intérieur, ou en envisageant de travailler aussi dans des grands groupes, et puis un certain nombre désirant s'installer dans un écolieu ou dans une petite ville, voilà, pour favoriser plutôt une transition territoriale. Et ça, je pense que ça dit quelque chose du souhait du campus d'être vraiment au carrefour de différentes sensibilités et se dire que ce n'est pas forcément l'une contre l'autre, mais qu'elles sont complémentaires. Et puis, voilà, après, on a aussi beaucoup de débats sur les moyens d'action sociale et politique. Il y a certains de ceux qui nous rejoignent qui militent à Extinction Rebellion ou, voilà, ou dans ce type de mouvement, et d'autres qui sont voilà, dans des logiques un peu différentes, parfois soit beaucoup plus implantation locale ou une perspective plus réformiste, on va dire. Voilà, donc le campus est un peu un carrefour de différentes sensibilités. Et du côté des enjeux de formation dans l'enseignement supérieur, cette première année d'expérience a conduit à ce que grâce à l'intermédiaire de Nicolas Hulot, je rencontre la ministre de l'enseignement supérieur et surtout son directeur de cabinet, Nicolas Castoldi, le directeur de cabinet de l'époque, et qui a en fait, en gros, nous a dit en entendant parler du campus, on a dit, mais au fond, vous êtes un lieu hors système. Alors, comme dirait Frédéric Worms, on est un lieu interacadémique ou interuniversitaire. Et il trouvait qu'on pouvait être un lieu intéressant pour pouvoir former ce qu'il appelait des têtes de pont. Et de fil en aiguille, il nous a été demandé au campus donc de coordonner l'écriture d'un livre blanc sur les enjeux de l'enseignement supérieur face à la transition écologique et sociale. Et alors du coup, on a travaillé toute l'année dernière avec, au départ, un noyau d'une douzaine d'enseignants-chercheurs avec lesquels on a réfléchi à ce qui est devenu la trame en fait, du manuel de la grande transition. Donc je vais ensuite évoquer brièvement le contenu de cet ouvrage. Et là, l'idée, c'était de pouvoir fournir un socle de connaissances et compétences pour tout étudiant du supérieur, on s'est dit à peu près niveau licence, et en fait, avec l'idée que ce socle il soit aussi, et peut-être surtout utile aussi à des enseignants-chercheurs, à des équipes de direction d'université ou d'école, voire aussi à des professionnels intéressés par ces sujets, avec le souhait de relier les questionnements
en essayant d'éviter d'être uniquement dans un prisme qui serait plus réfléchir, je sais pas, sur la transformation des modèles par le biais de l'interrogation sur les enjeux fiscaux, comptables, etc. Et il y a une partie de l'ouvrage qui est là-dessus, mais d'interroger en fait les différentes formes de rationalité à l'œuvre quand on parle de transition et de se dire que pour aider des étudiants ou d'autres à réfléchir, finalement, nous avons besoin de nous poser des questions d'ordre varié, et je vais y revenir. Et donc, il y avait une partie donc, du travail de l'année dernière qui était la réflexion et la conception de cet ouvrage très transdisciplinaire. Et puis, on a eu 13 groupes de travail qui se sont constitués, là, pour essayer de regarder par ensemble de disciplines, un peu plus précisément, quels pouvaient être des enjeux prioritaires. Donc, ça va donner lieu normalement à la publication dans l'année qui vient, donc d'une douzaine de petits ouvrages, un sur les sciences de l'ingénieur, sciences du vivant, sciences du climat, économie, finance, gestion, management, littérature, langue et art, architecture, urbanisme, design, santé, histoire, géo, sociologie et philosophie, droit et sciences politiques. Je crois que j'ai à peu près nommé les 10 groupes de travail qui correspondent davantage à des disciplines. Et je redis que vraiment la perspective est quand même de voir comment la question écologique peut nourrir une réflexion propre à chacune de ces disciplines ou de ces ensembles de disciplines. Et puis, il y avait 2 groupes transversaux, un sur les questions de pédagogie et un sur la vie des campus. Pour se dire, ben voilà, il ne suffit pas évidemment de fournir des enseignements un peu différents, enfin encore faut-il ensuite le faire à partir de notre initiative évidemment, et une parmi beaucoup d'autres, hein. Et puis de regarder les enjeux de vie des campus et se dire ben, comment ça se passe à la fois pour les enseignants-chercheurs, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir. Enfin ça je vois très clairement à l'ESSEC où il y a d'un côté maintenant une volonté d'avancer pour que le campus ou les campus soient davantage verts et prendre à bras le corps un certain nombre d'enjeux liés à l'empreinte écologique et les enjeux carbone, et puis des enjeux sociaux, mais en fait quand même des profs qui sont évalués en fonction de la participation à des colloques où ils traversent l'Atlantique pour parler un quart d'heure, enfin, et plein de contradictions, et puis aussi dans la manière d'évaluer la recherche, etc. Enfin là on pourra en parler longtemps, mais donc, voilà, ce travail collectif donc, qui a réuni à peu près 80 personnes, donc à peu près 70 enseignants-chercheurs et puis une dizaine de professionnels et quelques étudiants du mouvement pour un réveil écologique. Ça a été une très, oui, je dirais, voilà, un bon projet collectif pour, alors, pas du tout prétendre à une quelconque exhaustivité, mais chercher à pointer un certain nombre d'enjeux structurants pour des transformations qui ne soient pas cosmétiques dans le monde de l'enseignement supérieur, mais aussi en lien avec les préoccupations sur la transformation des modèles économiques, donc aussi la question des changements du point de vue du travail, voilà. Et puis avec une réflexion qui se veut là encore vraiment essayer de relier les échelles de l'action. Alors, si je dis juste un mot pour terminer sur le manuel de la grande transition, je disais qu'on a essayé de réfléchir de façon transdisciplinaire et en fait, on a proposé une réflexion à partir de 6 portes. On a utilisé 6 termes grecs. Bon, alors après, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si c'était une bonne chose d'utiliser ces termes ou pas. Je pense qu'ils ont le mérite d'aider à retenir un peu les 6 portes d'entrée. Et alors, les 6 portes, ce sont oikos, ethos, nomos, logos, praxis et dynamis. Alors, je dis un mot de chacune. L'idée oikos, évidemment, c'est la question du système Terre, de la maison commune. Et c'est à la fois avoir un bon diagnostic, alors là, quand même pas mal marqué par les sciences dures et sciences du vivant, autour des enjeux du climat, de la biodiversité, avec une réflexion sur l'anthropocène et une réflexion sur les communs. Amener la question, bon, voilà, un monde en commun, qu'est-ce que ça veut dire, et croiser donc des enjeux à la fois relatifs aux plus sciences dures avec des enjeux déjà liés aux sciences sociales. Voilà, donc ça c'est la porte oikos. Ensuite, la porte ethos, c'est comme son nom l'indique, donner des ressources de discernement éthique pour réfléchir, alors sans prendre parti pour une perspective éthique particulière, mais
montrer que se poser des questions avec une perspective éthique est essentielle, et en essayant de réfléchir à la fois aux enjeux comme dirait Ricoeur, la vie bonne dans des institutions justes. Qu'est-ce que ça veut dire que d'envisager un monde et une vie désirable pour aujourd'hui et demain. Donc, parler à la fois de la question de la justice des institutions et des modèles de bien vivre, en réfléchissant aussi aux responsabilités de différents types d'acteurs. Voilà, donc ça c'est la porte ethos. Nomos, bon, ce sont à la fois la question des modèles, la question des métriques, des règles du jeu, de la régulation, donc du droit de la transition, et aussi les enjeux de gouvernance ou de démocratie écologique. Voilà, alors ça, évidemment, tout ça est quand même assez concentré, mais donc cette porte-là, c'est quand même beaucoup les enjeux à la fois économiques et juridiques et politiques. Et puis, la porte logos, c'est d'abord une réflexion sur les mots que nous utilisons, les mots de transition, développement durable, etc., qui sont évidemment, peuvent être très fourre-tout, très vagues, pour faire un peu la question des récits de la transition, et notamment reprendre le récit du développement durable, en soulignant comment il a pu être aussi très récupéré dans une ligne néolibérale qui ne permet pas forcément de bien montrer les tensions entre des objectifs prétendument complémentaires, voilà, ou pouvant marcher ensemble. Et puis, une réflexion dans ce chapitre sur les rationalités, et en montrant l'importance à la fois des sciences, et là aussi avec un peu un petit développement sur la question des fake news, etc. Enfin, l'importance de la rationalité, on va dire, techno-scientifique, mais en ayant aussi un regard critique sur elle, et du coup l'intérêt du recours aux humanités, aux arts, pour aussi favoriser des récits de la transition qui puisse être d'une transition qui soit désirable, et pas seulement un tissu d'injonctions et de normes à changer. Voilà pour la porte logos. Ensuite, praxis, c'est évidemment s'intéresser aux enjeux de l'action. Je redisais sur la question des différents types d'acteurs et des échelles de l'action, parler des formes du travail et d'une réflexion sur cette évolution du travail. Et on termine ce chapitre par poser la question de la violence et dans les enjeux, ce que j'évoquais tout à l'heure, de mobilisation sociale et politique. Voilà. Et puis enfin, la porte d'Unamis, c'est sur les enjeux de reconnexion à soi, aux autres, à la nature. Alors, on a quand même un peu des débats, parce que dans notre France laïque, le mot même parfois de spiritualité dans les universités fait peur. Et ça fait que certains sont très, très préoccupés qu'on ne mélange pas les registres. Mais en même temps, on se disait que c'était quand même très important de faire droit à cette dimension relative à ce qu'on peut, à la fois aux enjeux d'éco-psychologie et d'éco-spiritualité. Et puis, et dans ce chapitre, on termine l'analyse par un peu de la collapsologie d'un côté, et puis des enjeux de résilience ou de transformabilité, comme disent un certain nombre de chercheurs en sciences du vivant. Et on termine avec les enjeux de pédagogie adaptés à cette reconnexion, justement, à la nature, au territoire et aux autres. Voilà pour le parcours de ce manuel. Donc c'est vraiment, chaque fois on a travaillé, alors on était 4 à coordonner le travail, donc Christophe Goupil, qui est physicien, qui est directeur adjoint du LIDE, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain à l'Université de Paris. Et puis Christian Koenig, qui est ancien professeur de management et stratégie à l'ESSEC, et qui a été aussi, qui est terminé comme directeur des relations internationales, donc il y a une bonne connaissance du monde des grandes écoles et des universités. Et puis Rémi Beau, qui vient d'être pris au CNRS et qui est philosophe et ayant beaucoup travaillé sur les questions de philosophie de la nature. Donc on est vraiment les 4 à avoir in fine davantage pris la plume pour le manuel, mais avec beaucoup de va-et-vient avec des chercheurs de différentes disciplines qu'on a pu solliciter pour aider pour un certain nombre d'analyses. Et puis, et donc aussi en
en croisant ce travail du manuel avec le travail par chacun des groupes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Voilà, et là, je vais juste terminer en disant que donc notre souhait et le souhait du campus, c'est vraiment de proposer donc cette expérimentation locale sur place, mais aussi de pouvoir voilà, aiguillonner ou accompagner des transformations à l'échelle d'universités ou d'écoles, ou voire d'entreprises. Et du coup, là, on a un partenariat pour 3 ans avec l'université de Cergy. Et le président de l'université, François Germinet, est extrêmement désireux de transformer toute son université, à la fois la question, l'ancrage sur le territoire, c'est Cergy-Pontoise, le fait que le campus soit un campus le plus cohérent possible dans ce qui est proposé en termes de mobilité, bâtiment, énergie, etc., avec les enjeux de transition, et puis volonté de refondre les cursus. Donc il nous est demandé d'accompagner en fait l'université, et pour cette année la grosse école d'ingénieurs qui s'est constituée là depuis 2-3 ans, a changé ses cursus, et en croisant justement la formation en école d'ingénieurs plus classique avec la mobilisation aussi des sciences sociales et des humanités. Voilà, et donc ça c'est pour nous un exemple de ce que peut-être on peut essayer de travailler, voilà, avec une perception quand même très forte voilà, des contraintes, du fait que voilà, je parlais d'inertie au début, mais on la rencontre tous les jours, et puis et on voit bien que il y a sans doute une mobilisation étudiante assez forte aujourd'hui. Alors moi, je pense que j'ai un regard un peu biaisé parce que je vois surtout des étudiants très motivés, et ils ne représentent sûrement pas l'ensemble de la population étudiante aujourd'hui. Et puis, je pense qu'avec la crise du Covid, on voit aussi combien il y a aussi des situations sociales très compliquées pour beaucoup d'étudiants. Et du coup, y compris on en discutait hier avec François Germinet, justement, même pour la mise en transition d'un établissement, là, il se rajoute beaucoup de complications avec cette crise sanitaire, mais je pense que les étudiants sont justement ceux qui aiguillonnent beaucoup les directions d'établissement, et peut-être qu'ils aiguillonnent, alors peut-être que Pierre Victoria ou ceux qui sont dans des entreprises, vous pourriez dire comment vous voyez la façon dont les jeunes générations qui arrivent sur le monde du travail peut-être ont une volonté de trouver du sens dans leur vie professionnelle, et d'avoir une activité qui soit peut-être plus alignée avec leurs convictions et le diagnostic qu'ils posent. Voilà, donc moi, je suis assez, je trouve, parce que je suis la première bousculée assez régulièrement par ceux avec lesquels je vis au campus. Voilà, je pense que cette génération est peut-être prête à faire des choix que, en tout cas, ma génération n'a pas été forcément prête à faire. On a plus de mal. Merci beaucoup, voilà, Cécile, pour ces quelques éléments très, très passionnants. Je suis sûr qu'ils vont susciter beaucoup de réflexions et d'interrogations. Je vous rappelle que pour intervenir, pour que ce soit à peu près ordonné, n'hésitez pas à mettre votre souhait d'intervention sur la messagerie. Voilà. Et je passe donc la parole à Lucille, que j'ai vu arriver entre-temps, pour poser, comme à nos habitudes, la question qui était en plein vent. J'espère qu'elle peut le faire quand même. Lucille. Il faut qu'elle ouvre son micro. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien, oui. Parfait. Alors la question qui fâche, puisque c'est ça la mission que m'a donnée Géraud, oui. C'est par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, Cécile, comment est-ce qu'on peut faire le lien au fond entre la pensée et l'action? Parce qu'on voit bien que cette question écologique, c'est évidemment à la fois une révolution culturelle, tu l'as très bien montré, et on sent dans ton parcours un désir d'agir, d'associer des acteurs et des penseurs. Et cette question du va-et-vient, de l'interaction entre pensée et action, me semble être une des difficultés fondamentales aujourd'hui sur le projet de société écologique, notamment parce que les fonctions d'interpellation et de dénonciation prennent une part très importante dans le débat public. Donc comment faire pour aller vers cette espèce de
langage commun et programme d'action partagé qu'il faut construire. Cécile, à toi. Oui, question qui fâche, surtout que c'est c'est très vaste. Merci Lucille, parce que je pense qu'en fait, oui, effectivement, c'est clé. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'ai démarré ma thèse en philosophie politique, je souhaitais vraiment faire des terrains pour que ça soit une philosophie politique appliquée. Et mon point de départ, c'était la notion de développement durable liée à l'action multinationale dans les pays du Sud. Et je me disais, je peux évidemment pas traiter ce sujet en philo sans aller faire des terrains pour aussi mieux comprendre de l'intérieur la façon dont les questions se posent pour les acteurs, que ce soit d'ailleurs les multinationales, telle ou telle filiale sur place, et puis les ONG, populations locales, etc. Donc, je dirais que ta question, Lucille, elle rejoint moi ce qui me préoccupe peut-être maintenant, c'est cette difficulté à, enfin, disons le constat du cloisonnement qui et je pense que ce cloisonnement, on le voit bien ensuite à l'intérieur de chacun des mondes que je viens d'évoquer. C'est un cloisonnement dans l'enseignement supérieur aussi, entre disciplines. Et je pense effectivement c'est très important que des personnes soient expertes dans leur discipline, mais on sent bien aujourd'hui que un certain nombre de sujets ne peuvent pas être abordés sans avoir une prise en compte de connaissances d'autres disciplines. Donc, il y a déjà cet enjeu de décloisonnement à l'intérieur même du monde de la pensée. Je pense qu'il est, il est crucial. Et la déconnexion entre la pensée et l'action, ça, je pense qu'on le vérifie aussi. Je pense que chez un certain nombre d'acteurs, le souci du court terme, la nécessité de faire tourner la boutique quand on est une entreprise, et je pense à un certain nombre là aujourd'hui de petits chefs d'entreprise qui chaque mois doivent se demander s'ils ont de quoi payer leurs salariés. Voilà, ensuite c'est très difficile de pouvoir lever un peu le nez du guidon et se demander comment faire autrement. Du coup, moi je dirais que pour moi un des enjeux, alors si je reprends peut-être une proposition d'analyse des situations qui est faite par l'ancien directeur de la recherche de Hewlett-Packard, qui s'appelle Bill Sharp, qui a développé une méthode qu'il appelle les 3 horizons, alors que moi j'avais découverte au Schumacher et en fait qui est pas mal utilisée en Angleterre dans différents domaines, enfin, par des entreprises, des associations ou des territoires pour réfléchir à des sujets. Et en fait, c'est tout simple et un peu, ça rejoint des enjeux de bon sens. Il dit comment relier le H1, H3, H2. H1, c'est l'horizon aujourd'hui, on pourrait dire le business as usual, et voilà la façon dont, et ça correspond à chaque fois à une posture un peu différente. Et donc en gros, c'est la posture du manager qui doit gérer une réalité aujourd'hui avec ses contraintes. Et puis le H3, c'est l'horizon désirable, souhaitable. On pourrait dire le monde qui réalise les ODD, etc. Enfin, le monde tel que chacun d'entre nous peut le concevoir comme un horizon à viser ensemble pour bâtir des sociétés où il fait bon vivre. Et là, donc ça, c'est le H3. Et évidemment, la posture là, c'est plutôt celle à la fois le visionnaire, mais qui peut être justement le militant aussi d'ONG, celui qui porte fortement le souci du monde à faire advenir. Et puis, le H2, c'est justement ce qui va permettre de passer du H1 au H3. Donc, c'est la question des étapes nécessaires pour y arriver. Et là, Bill Sharp fait une distinction entre ce qu'il appelle des étapes de l'ordre du H2- ou du H2+. C'est-à-dire, en gros, le H2-, c'est on fait quelque chose, mais c'est tout changer pour que rien ne change. Et le H2+, c'est le pas, même petit, qui peut être porteur d'une vraie transformation structurante pour la suite. Et du coup, pour répondre à la question, moi, il me semble que quand on commence à réfléchir de cette façon-là, souvent, quand même, les penseurs sont peuvent être séduits par l'horizon H3 parce que se dire, voilà, comment je décris le monde souhaitable. Et donc là, et c'est facile de penser une réalité qui n'est pas encore advenue. Enfin, en tout cas, on peut se projeter intellectuellement dedans.
Mais la question, c'est aussi de savoir comment on définit des étapes. Et quand on commence, à mon avis, au niveau de ce H2, justement, on a la capacité à relier la vision du H3 avec comment on s'y prend, du point de vue à la fois des technologies souhaitables, du point de vue des méthodes de management, etc. Et le fait de pratiquer justement des sessions dans lesquelles on met ensemble des personnes qui sont voilà, qui ont différentes positions dans la société et qui portent différentes sensibilités et qu'on les invite à ensemble se mettre dans une position H1, H3, H2, ça peut donner des choses intéressantes. Alors, bon, vous allez me dire, ça reste encore une démarche voilà, qui est pas forcément encore très concrète, mais pour l'avoir vécu et pour essayer de le pratiquer dans le cadre de formation ou autre, je pense que ça peut aider à relier justement des enjeux de diagnostic plus intellectuels avec la question des contraintes de terrain. Voilà, je pense que chacun d'entre vous aurait plein de choses à dire sur ce sujet. Merci. En tout cas, nous, à la Fabrique écologique, l'ensemble des gens qui travaillent, etc., on est bien convaincus du lien entre H1, H2 et H3 et de l'importance du H2 qui, à notre avis, Oui. du H2+, qui, à notre avis, sur laquelle les réflexions restent encore tout à fait imparfaites. On essaye d'y contribuer modestement, mais qui restent tout à fait imparfaites. Alors, je passe la parole à 3 personnes successivement. Sylvain Boucheran, puis Sylvain Rotillon, puis Pierre Victoria, en leur demandant, c'est la règle du jeu entre nous, hein, vous le savez bien, pour que chacun puisse parler, d'être relativement court. Voilà, Sylvain Boucheran. On t'écoute, Sylvain. Ah, manifestement, il y a un problème de micro. Sylvain, tu parles là. Alors, s'il y a un problème de micro, on va peut-être passer à Sylvain Rotillon et je passerai la parole à Sylvain Boucheron ensuite, sauf si on arrive à le récupérer. Voilà, oui. On t'entend absolument pas, Sylvain. Oui, non, on ne t'entend pas du tout, Sylvain Boucheron. Donc, je passe la parole à Sylvain Rotillon, le temps qu'on essaye d'améliorer ça. Sylvain Rotillon, à toi. Oui, merci. J'étais très intéressé parce qu'il se trouve, moi je suis au ministère de la Transition écologique au service de la recherche et actuellement je suis en plein dans la définition du plan d'action de l'Agence nationale pour la recherche pour les années qui viennent sur les aspects sciences humaines et sociales. Et on était en plein dans ces discussions-là puisque j'ai piloté un groupe de travail sur les grandes transitions avec un collègue de l'IRD pour essayer justement d'introduire de la transversalité dans les politiques de recherche et on voit bien toutes les difficultés auxquelles on est confronté. C'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire de la transversalité, qu'il faut faire de l'interdisciplinaire. Et à chaque fois qu'on essaye de le faire, on n'y arrive pas parce qu'on retombe sur des cadres institutionnels qui sont complètement verrouillés aujourd'hui. Enfin, l'évolution des carrières des chercheurs est faite de façon disciplinaire. Les enjeux de positionnement au sein de l'ANR, entre autres, mais c'est vrai à l'université, c'est vrai dans tous les centres de recherche, font qu'il y a des rivalités internes. Là, les sciences humaines et sociales vont récupérer plus d'argent qu'avant avec l'augmentation du budget, mais d'un autre côté, mais ça fait des jaloux au sein des autres services, enfin, etc. Donc on est je me suis retrouvé dans un groupe aussi sur l'interdisciplinarité. Tout le monde est d'accord pour en faire, mais personne n'en fait. Enfin, la réflexion est là et tout le monde est partant. Et après, on est bloqué parce que politiquement, au sens noble du terme, pas au niveau partisan, on a une organisation qui ne permet pas d'y aller. Les appels à projets précédents de l'ANR en sciences humaines étaient des appels décloisonnés qui ne portaient pas sur une thématique, une discipline donnée. On revient aujourd'hui sur les appels disciplinaires parce que c'était de fait excluant pour tout un tas de disciplines. Les humanités n'avaient plus leur place dans les appels à projets de l'ANR. Donc voilà, c'est vraiment une situation sur laquelle c'est les points de blocage. Comment on arrive à lever ces points de blocage, à avoir une autre organisation et comment on met politiquement en place une autre organisation. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une situation très très bloquée. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Pierre Victoria.
en ouvrant ton micro. Voilà, j'ouvre mon micro. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour aux deux Sylvain, puisqu'on se connaît bien. Trois petites remarques. La première sur la question du pas de temps. Je pense que c'est vraiment un sujet majeur dans une logique de transition, de transformation. Je viendrai là-dessus, mais je veux dire à quel point pour les entreprises qui sont quand même beaucoup rivées sur le court terme, tout en appelant à avoir des stratégies et des partenaires de long terme, le fait d'être capable d'inscrire leur action à travers, que ça soit la définition de leur mission ou de leur raison d'être, ou que ça soit à travers des engagements, je pense, du type climatique, à des raisons 2030, voire 2050 sur zéro émission nette, a changé complètement la donne dans leur regard sur le long terme. Je ne sais pas si je peux comprendre, mais le fait de devoir en fait répondre à des politiques publiques qui les amènent à prendre des engagements de long terme est vraiment un vecteur extrêmement important pour redéfinir des stratégies de beaucoup plus long terme. Parce qu'un plan stratégique d'entreprise, aujourd'hui, c'est 3 ans. C'est 4 ans, c'est du court terme, en fait, ce qui s'appelle un plan stratégique. Donc, il faut dire à quel point les objectifs environnementaux et d'où la question d'ailleurs de la nécessité de la régulation dans une logique de transformation est un élément clé de reprendre ce pas de temps sur le long terme. Deuxième chose, pour dire ce que disait Cécile sur la question des salariés. Moi aussi, je suis très frappé que je fais partie d'une génération qui, dans le fond, ne mélangeait pas les genres, c'est-à-dire avait un comportement de citoyen qui s'arrêtait à porte de l'usine ou du bureau, comme elle avait souvent aussi un comportement de consommateur qui n'était pas toujours en lien avec son comportement de citoyen. C'est pas du tout le cas dans les nouvelles générations. Et c'est ça qui est très très frappant, c'est-à-dire qu'ils revendiquent leurs opinions et leurs idées, y compris sur les lieux de travail, qui pour nous, y compris parce que c'était un lieu de subordination, donc de discrétion, on faisait fi et on mettait de côté nos propres opinions dans notre travail quotidien. Donc je pense que ça c'est vraiment un élément clé, je trouve, d'évolution générationnelle. Puis ma question, elle était plus sur la question transition, transformation. Je note que dans le manuel, vous appelez ça le manuel de la grande transition, là où le comité 21, que je participe par ailleurs, a fait un rapport sur la grande transformation. Je vois que l'entreprise à laquelle j'appartiens, et j'y suis vraiment pour rien, c'est le moins qu'on puisse dire, à adopter le concept de transformation écologique. Je m'y retrouve plus très bien. C'est pour moi la question de la transformation. Dans le fond, elle peut pas être complètement qualifiée parce qu'elle renvoie à des transformations de différents acteurs. C'est-à-dire que c'est à la fois les transformations des politiques publiques, c'est les transformations des citoyens, c'est les transformations des acteurs. Donc, je voudrais est-ce qu'on peut qualifier une transformation ou est-ce que le mot de transition n'est pas plus au niveau de la responsabilité, notamment d'un acteur économique, plus en lien avec la réalité de son pouvoir à agir? Merci beaucoup, Pierre. Alors, je redonne la parole à Sylvain, qui nous est revenu avec un super lac de montagne à l'arrière, donc dont je le félicite. À toi, Sylvain. Super, bonjour, désolé pour les petits bugs. Merci Cécile pour l'intervention. Du coup, tu as un petit peu évoqué la difficulté de faire bouger l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que ça veut dire, et en lien avec la question de Sylvain, finalement, il faut sortir des modèles d'université, de grandes écoles qu'on a aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ton initiative, elle est quelque part un peu un accélérateur, peut-être un peu un incubateur, et que demain étant à court terme cette fois, on arrive à transformer un peu le modèle de formation et d'éducation pour avoir cette dimension un peu plus intégrée sur l'ensemble des thématiques? Quelle est un peu ta vision là-dessus? Est-ce que le modèle peut se transformer? Est-ce qu'il faut complètement l'abandonner et partir sur autre chose? Ce serait un peu la question. Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, on a vu un petit déjeuner très intéressant organisé par la Fabrique où était invitée Catherine Larère, et elle avait réagi sur le mot de transition. Je ne sais plus si certains de vous étaient là, et en disant finalement tout le monde est d'accord pour la transition écologique, mais on se rend compte que là où on n'est pas d'accord, c'est que une transition c'est un chemin pour aller vers quelque chose, et que finalement là où on est un petit peu moins d'accord, c'est de décrire vers quoi va cette transition, et que techniquement la transition était censée être quelque chose de très court pour passer d'un état à un autre, et qu'on discute assez peu finalement de l'état dans lequel on va. Voilà. Peut-être que tu veux réagir aussi à ça. Merci en tout cas. Merci. Cécile, donc quelques réactions. Ne te sens pas obligée de réagir sur tout. Et si tu peux réagir de manière relativement courte pour qu'on laisse la place à d'autres interventions. Merci. Oui. Alors, peut-être pendant les remarques et questions des deux Sylvains un peu ensemble, je pense que le campus, c'est vrai
peut-être qu'il peut jouer un peu un rôle d'accélérateur. Je pense que c'est comme ça, par exemple, que François Germinet, l'Université de Cergy, nous demande d'accompagner parce que du coup, c'est aussi mettre à disposition d'une université des ressources justement qui ont été travaillées par un ensemble d'enseignants-chercheurs et du coup, peut-être que, puis parfois, c'est nul n'est prophète en son pays, de temps en temps, d'avoir des gens qui sont à la fois un peu de l'extérieur, mais alors on prétend pas du tout arriver avec des solutions et encore moins toutes faites, mais de pouvoir proposer des ressources pour aider et pour qui vont rencontrer l'appétence d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs à faire un peu différemment. Et là où peut-être en écho à ce que disait Sylvain sur la difficulté à changer le monde de la recherche et l'enseignement, j'ai un peu l'impression que c'est plus facile dans les écoles d'ingénieurs parce que justement, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre en termes de maquettes d'enseignement, enfin, c'est ce que je crois comprendre et du coup ça favorise et peut-être que c'est potentiellement un peu la même chose du côté formation en économie gestion. En tout cas visiblement par rapport à ce qui est possible du point de vue du statut des écoles d'ingénieurs en tant que tel, ça m'a l'air d'être plus facile de pouvoir intégrer des aspects interdisciplinaires dedans que dans un fonctionnement d'université parfois qui est très cloisonné et dans lequel c'est ça, la carrière des chercheurs n'est pas valorisée en fonction de leur contribution à des projets interdisciplinaires. Et là, moi, j'en discutais, pour vous donner un exemple, on vient d'embaucher une jeune chercheuse qui a enchaîné déjà plusieurs postdocs pour être chef de projet par rapport à ce partenariat avec l'Université de Cergy. En fait, elle avait une bourse Marie Curie pour 2 ans et elle a arrêté au milieu de sa bourse parce qu'elle était déçue de ce qu'elle faisait. Et en fait, ce qu'elle me dit, elle dit qu'ils sont beaucoup de jeunes enseignants-chercheurs, en plus avec déjà des bonnes publications, des choses, mais qui ne veulent pas jouer ce jeu-là parce qu'en fait, on les oblige à avoir quand même un certain type de publication qui ne correspond pas pour eux justement à ce qui va être transformatif ou transformateur. Et là, moi, dans les 25 qui sont confinés avec moi, il y en a au moins 4 jeunes docteurs qui ne font pas une carrière académique et qui ont plein de compétences, mais qui veulent bosser sur les low-tech de façon très concrète. Et c'est moi qui essaye de leur dire, mais vous savez, il faut qu'on arrive à documenter, à accompagner d'un point de vue scientifique ce qu'on fait justement ces expérimentations locales avec le souci du changement d'échelle, parce que c'est ce genre de choses aussi qui peut être utile par rapport à la mise en transition. Et là, du coup, je rebondis sur les enjeux de transformation, transition. Je rejoins bien là sur ce que tu viens de dire, Sylvain, sur le fait de transition. C'est vrai que c'est une transition vers quoi? Et c'est là peut-être que discuter sur le H3, finalement, comment est-ce qu'on conçoit ce H3 d'une manière un peu plus précise et du coup pour se mettre d'accord sur des chemins et puis discuter, débattre sur une pluralité de chemins vers le H3 et du coup sur la transformation. Moi, je sais pas après, je trouve tous ces termes, tout dépend comment on les définit et ce qu'on en fait. Mais c'est vrai que la transformation, je trouve que les enjeux de transformation, en tout cas, ils semblent être au croisement d'enjeux qui sont vraiment à la fois personnels. Il y a des choix personnels, de changement de mode de vie individuel, peut-être aussi changement ce que aussi Pierre tu évoquais des jeunes générations qui veulent être alignées entre leur engagement comme consommateur, comme citoyen, engagé dans une entreprise, etc. Donc cette dimension plus peut-être personnelle, quotidienne, et puis il y a la dimension de la transformation structurelle. Et enfin, moi je dirais qu'il y a une dimension de transformation que certains appellent intérieure ou culturelle, qui est de l'ordre de comment nos représentations à la fois individuelles et collectives, qui vont nous permettre de nous dire que oui, nous pouvons nous projeter dans un autre type de fonctionnement collectif et que c'est souhaitable. Et je trouve que ces 3 types de transformation, ils rencontrent la question du monde de l'entreprise, oui, mais peut-être moins directement, un peu comme tu l'évoques, Pierre, le rôle plus précis de l'entreprise face à la question de l'évolution des modèles économiques, de stratégie et de formes de travail qui soient adaptées à la transition. Donc, de fait, moi, j'aime mieux parler de transition et de
grande transition pour faire droit à ces aspects à la fois écologiques, économiques, sociaux, culturels, et puis parler de transformation en termes plus individuels, structurels et culturels. Voilà. Mais ça n'engage que moi. Merci Cécile. Donc je repasse la parole à 3 nouvelles interventions, leur demandant là aussi d'être bref. Jean-Jacques Fresco, puis Sarah Mouette, puis Damien Bourreau. Jean-Jacques, à toi. Non, moi, c'est pas un souhait d'intervention, Jérôme, c'était juste une demande de précision sur des références sur ce concept des 3 horizons, parce que j'ai un peu googlisé pendant que vous parliez, et je trouve que des trucs qui parlent de management un peu bourrin, si j'ose dire. Voilà, si vous avez un lien, un truc, voilà. Oui. Il y a un petit tour. Ouais. Oh, pardon, je réponds. On va prendre les 3 interventions, puis tu répondras. Sarah Mouette. On n'entend pas, il faut ouvrir le micro. Bonjour à tous. Donc, représentante de la jeune génération, pour un peu expliquer mon expérience par rapport au doctorat. Moi, personnellement, j'ai voulu en faire un, mais c'était un peu compliqué parce que j'étais issue d'un master sociologie et philosophie politique en recherche j'avais besoin de creuser les choses parce qu'en fait, même en master, on n'est pas assez interdisciplinaire. Et du coup, j'ai fait aussi un master professionnel en même temps, anthropologie et métiers du développement durable. Et quand je suis arrivée au doctorat, je voulais croiser déjà l'anthropologie et la sociologie, c'est pas possible. On m'a dit, il faut que tu te cales sur un des deux. Donc, c'est déjà le premier obstacle. Et ensuite, je voulais lier la science politique et l'environnement, travailler sur la transition écologique et la résilience. Et ça a eu vraiment du mal à passer parce que c'était trop transdisciplinaire, trop, vaste. Et du coup, j'ai essayé de faire une thèse en chiffres. Donc ça, c'était passé auprès du laboratoire. Mais malheureusement, au bout de quelques moments, l'entreprise, elle a laissé tomber parce que pour elle, c'était trop complexe d'appliquer ça sur un terrain. Et du coup, c'est vrai que c'est assez décourageant en tant que jeune qui veut faire de la recherche, etc. Déjà d'avoir des débouchés, mais déjà de se lancer dans tout ça, il y a tellement d'obstacles. Donc ça, c'était ma première remarque. Et ma deuxième remarque, c'est sur la terminologie un peu, le terme transition. Pour moi, ça va plus en profondeur que le terme transformation, en fait. La transition, c'est plus une action de réforme du modèle en lui-même, et transformation, c'est changer l'existant. Donc, je trouve que le mot transition est plus intéressant parce que comme on ne peut pas rester dans le système économique tel qu'il est, si on veut changer les choses, on voit bien que c'est lui-même qui crée les propres fossoyeurs, comme disait Marx. Donc, ça ne sert à rien de rester dans le même système, de le transformer, de faire du greenwashing par-ci, par-là. C'est vraiment faire une transition, penser quel pouvoir, quelle démocratie, quel nouveau modèle. Et voilà, une simple transformation par-ci, par-là ne suffira pas à mon sens. Voilà. Merci beaucoup. Damien? Oui, merci pour votre intervention. Là, je relisais le manifeste conclusif là, du séminaire Économie de François, auquel vous avez participé il y a quelques jours, et qui appelle les grandes puissances économiques et financières à ralentir leur course et à agir pour la protection des biens communs et rechercher la durabilité environnementale, sociale, spirituelle et managériale. Et puis en insistant beaucoup sur la recherche d'une instruction de qualité. Voilà, j'aurais aimé que vous nous disiez un peu plus comment vous voyez les choses pour permettre de rendre désirable un futur plus protecteur de nos communs, et en particulier quel rôle vous voyez à la spiritualité. Merci beaucoup. Donc Cécile, toi. Alors, sur la question les 3 horizons, il y a un petit ouvrage qui a été publié par Bill Sharp,
c'est Sharpe, donc S-H-A-R-P-E, et qui s'intitule Three Horizons, je crois Patterning of Hope. Voilà. Et, du coup, qui est intéressant. Et puis après, il y a un peu l'équivalent de l'Institut des futurs souhaitables en Angleterre, dont je me rappelle plus le nom exact, qui mobilise beaucoup cette démarche des 3 horizons pour aider un certain nombre d'acteurs à réfléchir à des stratégies transformatrices. Bon, voilà. Et juste peut-être, alors sur l'expérience de Sarah, sur la difficulté de faire une thèse et au fond avec ce souci de la recherche appliquée, je pense qu'il y a ce modèle des contracifs qui est quand même, alors je sais pas, peut-être que Sylvain aurait plus d'éléments que moi, mais je sais pas combien il y a de contracifs en France chaque année. Moi, en ce moment, j'ai 2 étudiants en thèse en CIFRE. Après, tout l'enjeu, c'est de trouver des entreprises qui acceptent justement, qui jouent le jeu. Et moi, le point de départ, d'ailleurs, pour les deux thèses CIFRE que je dirige, c'est une volonté du chef d'entreprise d'avoir justement un doctorant, une doctorante pour l'aider à lever le nez du guidon et avoir un peu de recul sur ses pratiques. Et puis des chefs d'entreprise très très soucieux du fait qu'il puisse aussi y avoir un temps suffisant pour la recherche et pas se dire que c'est un salarié à bas coût voilà, pendant 3 ans. Donc mais c'est sûr que voilà, c'est je pense pas facile de pouvoir trouver de quoi réfléchir peut-être sur des sujets un peu moins appliqués dans des bonnes conditions de recherche, mais je ne sais pas trop ce que je peux dire de plus. Et après, sur le débat, utiliser le mot transition ou transformation, là encore, je pense que ce que vous avez dit, Sarah, c'est très légitime, mais je pense qu'on peut aussi, on pourrait un peu inverser les choses et voilà, du moment que je pense qu'on essaie d'expliciter ce qu'on met sous le terme de transformation, de transition, je pense que c'est ça qui souvent manque. Et alors pour le rôle de la spiritualité, moi je pense que la spiritualité au sens le plus large, on pourrait dire que c'est peut-être au fond qualifier le rapport à l'altérité, le rapport à plus grand que nous. Je crois que c'est Monique Castillo qui parlait en temps de puissance d'inspirer, ce que je trouve une belle manière de parler de la spiritualité. Donc ça, dans un sens très large. Et là, je pense que ou pour parler comme Ricoeur, c'est ce passage d'une dimension éthique à une dimension supraéthique. Et pour moi, la spiritualité, elle permet d'aborder la question du mal, de l'absurde, de ce qui ne peut jamais être pris vraiment par un raisonnement quel qu'il soit, et qui ouvre à une expérience peut-être intime, la capacité à donner du sens, même à l'intérieur de situations les plus douloureuses ou absurdes. Et là, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, de ce point de vue-là, le journal de Etty Ilsoum, qui est une jeune femme juive, qui a écrit un journal en fait personnel et spirituel pendant 2 ans avant d'être envoyé à Auschwitz, est un journal absolument magnifique pour décrire voilà le cheminement intérieur qui a été le sien et c'est voilà, elle, je crois que je cite à peu près exactement ses paroles, disait la vie est belle dans son absurdité pour peu qu'on y ménage de la place à tout. Et en fait, faire droit donc à ce qu'un autre résistant allemand, Bonhoeffer, disait à propos de la polyphonie de la vie, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir relier les dimensions et à donner du sens. Et alors après, parler de cette, je sais pas comment il faut dire, symposium économique François qui a eu lieu, qui devait avoir lieu à Assise là, il y a 15 jours, et puis qui a été largement en distanciel et qui réunissait des jeunes donc là, chrétiens, à la fois entrepreneurs, des étudiants ou des chercheurs en économie et en gestion, avec l'idée de dire comment dans le prolongement de Laudato Si, les chrétiens, mais pas seulement, sont appelés à jouer un rôle pour une transformation des structures économiques et des manières de faire. Moi, je pense que la spiritualité, elle peut jouer un rôle très important du point de vue de ce que je mentionnais tout à l'heure comme transformation intérieure.
et qui peut aller de pair aussi avec, pour certains sont plus à l'aise peut-être avec le registre de l'éco-psychologie, en fait, travailler sur ses émotions aussi, affronter parfois le sentiment je sais pas, d'impuissance ou de colère qui peut nous saisir face à ce qu'on voit autour de nous et qui nous dépasse et qui peut parfois nous submerger. Et ça, voilà, je vois pas mal de jeunes qui me disent combien voilà, ils sont parfois très angoissés du monde qui est devant eux. Et donc, je pense que cette dimension spirituelle, elle peut nous aider à traverser cela et à vivre mieux ensemble. Après, voilà. Et ensuite, je pense que le pape ferait une manière d'aborder les choses qui serait aussi sous l'angle philosophique, de dire que, par exemple, ce qui est dans Laudato Si, ce qui est proposé, c'est une anthropologie ou une ontologie relationnelle. Et là, elle peut être vraiment mise en dialogue avec beaucoup de philosophie de la nature aujourd'hui, pour voilà, et donner un fondement finalement ensuite à des pratiques économiques, politiques, sociales qui permettent de valoriser la qualité du lien entre les êtres humains avec tout le vivant et avec les écosystèmes. Et donc, je pense que là, de ce point de vue-là, les religions peuvent avoir aussi un rôle à jouer à partir de leur propre tradition. Merci beaucoup. Je vous repasse la parole les uns les autres. S'il n'y a pas d'intervention, moi je vais intervenir sur le travail à faire sur le futur souhaitable. Je suis très frappé de voir que le monde évolue de plus en plus sous l'impulsion d'un certain nombre de populistes sur une vision du repli national, du repli local, du repli dans beaucoup de domaines, et du repli qui se ferme. Bien. Et je suis frappé aussi de voir que nous tous, les tenants de la transition écologique, d'une certaine façon, comment dire, on pourrait, ce qui est dit pourrait être interprété aussi comme ça, puisque nous privilégions, à juste titre, les circuits courts, les expériences très locales, etc., etc. Or, je pense que la vision du monde écologique de demain, c'est une vision d'un monde qui reste ouvert et qui reste de contact humain dans le monde. Et je trouve que ce débat-là entre nous n'est pas en tout cas assez mis sur le devant de la scène pour montrer la différence de cette approche-là avec une approche de repli. Et c'est vrai que quand on entend, par exemple, je ne dis pas que c'est un tort, hein, mais par exemple sur les transports en avion, le discours écologiste, il est un discours uniquement de repli sur le transport en avion. C'est sans doute légitime, justifié, sauf que on va dans le même sens qu'un certain discours populiste de repli dans ce domaine, et qu'on ne dit pas à côté, eh bien, il faut quand même qu'y compris la jeune génération ait des contacts avec les autres, ait des contacts avec d'autres civilisations, d'autres façons de voir les choses. Et ça, c'est un discours totalement absent. Et je pense que c'est un vrai sujet et que ça sera un sujet dans la prochaine décennie. Et donc, je voulais avoir ta réaction sur ce sujet. Je réponds tout de suite, là. Oui, par exemple, parce que je ne vois pas d'autres interventions, sauf s'il y avait d'autres qui voulaient intervenir. Oui. Préparez vos questions, sans ça, il reste encore un peu de temps. Hein. Voilà. Alors, moi, il me vient deux choses. Une, pour rebondir sur l'exemple que tu viens de donner de l'avion. Alors, c'est vrai qu'il y a il peut y avoir, et chez ceux qui sont les plus extrémistes, voilà, de dire je ne prendrai plus jamais l'avion. Voilà, une de celles avec lesquelles je vis m'a dit ça il y a 2 ans, m'a dit écoute, j'ai choisi de ne plus jamais prendre l'avion, en rajoutant pour que des personnes comme toi puissent encore un peu le prendre. Donc, c'était assez beau parce que c'était aussi se dire qu'elle jugeait que pour la bonne cause, en gros, c'était peut-être intéressant que je puisse aller encore un peu voyager. Et elle se disait, mais alors elle n'était pas, en plus, et sa mère qui était venue visiter le campus un jour m'a dit, mais en fait, elle voulait être pilote de ligne. Donc, c'est vraiment, c'est donc un beau parcours. Et puis, voilà, celle qui me parlait de ça était une jeune vraiment pleine de vie et pas du tout dans le repli. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle se dit que si il s'agit d'aller dans un autre continent, ben, elle ira en bateau et du coup, en organisant son emploi du temps pour partir 3 mois. Et du coup, un autre rapport au temps et à l'espace.
Alors évidemment, c'est fait de la part de jeunes plutôt avec des têtes bien faites, voilà, des ressources pour imaginer ce qui est faisable, etc., ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors après, moi, je pense qu'il y a peut-être, c'est pas que du tout ou rien. J'en discutais hier avec le jeune ingénieur qui est en service civique pour nous aider à calculer notre empreinte carbone, parce qu'on s'est dit qu'on travaillait sur 3 axes, et notamment aussi un des axes qui est se dire, par rapport aux jeunes qui viennent nous rejoindre pour des formations ou autres, dont peut-être certains viendront d'autres pays, mais on réfléchit beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on se dit comment nos formations, on estime qu'elles peuvent peut-être contribuer justement ensuite à éviter des émissions, parce qu'on aura aidé à former à des prises de conscience, etc. Donc pour dire, bon, entre le plus rien du tout et les modèles as usual, je pense qu'il y a, voilà, c'est ces étapes et qui peuvent permettre de justement réfléchir à des choix écologiques forts et assez radicaux, et en même temps, tout en conservant cette idée de l'ouverture. Et moi, ce qui vient là-dessus, pour y réfléchir, je trouve, ça fait presque 20 ans que j'ai découvert la pensée de Michael Walzer. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un philosophe politique américain qui est juif et qui avait fait sa thèse en fait au croisement de la philo et de l'histoire sur le puritanisme en Angleterre. Bon, et il est extrêmement sensible à l'inscription de toutes nos réflexions dans voilà, dans des cultures, dans des histoires, dans des cultures politiques, etc. Et il a une manière de réfléchir à la question éthique, justement, parce que en fait, derrière les choix radicaux d'un certain nombre d'écologistes, c'est cette idée que voilà, il faut être à la hauteur des enjeux, donc c'est avec une perspective éthique très forte. Et je trouve que la manière dont Walzer y réfléchit en articulant ce qu'il appelle la morale fine et la morale épaisse est assez intéressante. Et ça rejoint bien la question des horizons, c'est de se dire comment conjuguer le rapport à l'universel, en fait, ce qui nous rassemble tous au plus profond, qui est une certaine idée peut-être de la liberté, de la justice, de la solidarité, du soin de la planète et des autres. Mais tout ça, ce que souligne Walzer, c'est que ces conceptions, elles restent très abstraites tant qu'elles ne sont pas inscrites dans des contextes à chaque fois particuliers, et qu'au fond, l'enjeu peut-être de nos sociétés, c'est de jouer les uns vis-à-vis des autres le rôle de critiques sociaux, et qu'ils soient capables de voilà, réfléchir à nouveau frais à ce que sont nos institutions, à la manière de les transformer, et que de ce point de vue-là, le regard d'autres, la critique externe, peut favoriser une critique interne. Mais en soulignant qu'au fond, les véritables transformations, elles ne viendront peut-être que de l'intérieur. Parce que Walzer avait souligné que, par exemple, sur le système des castes en Inde, il disait, mais en gros, je sais pas quoi, Amnesty International, l'Église catholique et les communistes vont tous dire que le système des castes est injuste, mais une fois qu'on a dit ça, ça ne va pas le transformer en Inde. C'est parce que des gens en Inde se diront, mais comment est-ce qu'on peut, de l'intérieur de notre culture, transformer les choses, que ce sera possible. Et donc, moi, je trouve sur ces questions de transformation écologique, justement, de faire ce travail peut-être, bon, être sur un H3 dans lequel, se mettre d'accord sur un monde dans lequel on utilise beaucoup moins l'avion, c'est une chose, mais ensuite se dire les étapes pour y parvenir, c'est aussi à partir de nos enracinements plus spécifiques et de ce qu'on peut, du sein d'une culture épaisse, désigner comme étant les critères d'une vie qui est justement ouverte à l'international et qui n'est pas repliée sur elle-même. Mais bon, quand je dis ça, c'était trop général, et qu'effectivement, après, je pense qu'il y a plein de débats à avoir, et moi peut-être, j'ai quand même le sentiment que la question, c'est aussi le fait qu'un certain nombre de personnes peuvent se permettre cette mobilité tous azimuts, mais qu'il y a aussi regarder ceux qui n'ont pas accès du tout et peut-être prendre les choses à partir du point de vue de ceux pour lesquels ça peut être la double peine aussi. Et donc, on est bien d'accord. C'est un sujet, c'est un aspect clé du sujet. Sylvain, tu veux rebondir? Oui, comme personne n'a de question. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Ça me faisait écho justement à des choses qu'on est en train de faire là en ce moment sur il y a à travers en général, je trouve qu'on rentre par des solutions.
on a l'impression que ce qui nous manque, c'est des solutions, alors qu'en fait, des solutions, on en a plein, mais on ne sait pas sur quoi les appliquer, ces solutions. Et ce qui est un peu le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment diagnostiqué, décrit quel était notre problème, justement. On est là, c'est l'exemple que je voulais citer, c'est le travail qu'on est en train de faire là, avec Bruno Latour sur la mise en œuvre de ces réflexions sur où atterrir. Je suis pas forcément très en phase avec le bouquin Où atterrir d'ailleurs, hein, c'est pas la question, mais c'est de se dire comment on peut chercher localement à décrire nos attachements. Et là, ça va avec ce que tu disais, Géraud, sur les questions du local. C'est que quand on demande à des habitants de décrire leur territoire, le territoire où ils vivent et le territoire dont ils vivent, on se rend bien compte que le local, ça n'a aucun sens en fait, parce qu'on est interconnecté avec l'ensemble de la planète pour tout ce qu'on fait pratiquement. Et on s'en rend plus compte. Et l'important, c'est de révéler ces attachements visibles et invisibles, ces dépendances visibles et invisibles, pour se rendre compte que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est en interconnexion. Et que si on adopte cette vision très étriquée, très étroite, qui est portée beaucoup par mon ministère, hein, dans certains aspects, et on est malheureusement dans le ministère de plus en plus tourné vers le localisme, sans se rendre compte à quel point on fait le jeu de politique extrémiste. Et revenir à une description, à une analyse, un diagnostic de son territoire dans un sens large et des problèmes qu'on y rencontre, c'est inverser les choses. Mais pour ça, il faut sortir de l'approche solution, qui va dire il faut réduire de tant de pourcents, il faut passer à des véhicules de tel type. C'est pas la question, c'est de quoi on a besoin et de quels sont nos problèmes. Ah, Géraud, on ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi, c'est moi-même qui ne trouve pas mon micro. Donc merci Sylvain. Jean-Jacques, si tu veux rebondir ou pas, ou ton message se suffit à soi-même? Bah, oui, juste cette question du repli que tu illustres par le sujet des transports aériens, c'est évidemment une question centrale, fondamentale. Enfin, c'est toute la question de ce qu'on répond aux accusations d'écologie punitive, etc. Ok. Pour autant, à mon sens, elle n'est pas dissociable d'une question politique, qui est la question des inégalités qui bénéficient entre guillemets, du transport aérien. Et il y a ce titre magnifique des Échos, il y a moins de 2 semaines, 1% de la population consomme 50% des émissions de gaz du transport aérien. Voilà. 1% de la population qui voyage. Et c'est… Très bien. Mais ça ne résume pas tout. Hein. On pourra continuer. On est d'accord. Ça ne résume pas tout. Hein, ça ne résume pas. Je suis d'accord, mais ça ne résume pas tout. OK. Cécile, je vais te laisser donc peut-être conclure. Et conclure pardon, Dominique Pialot, et vraiment rapidement, parce que je vois que le temps… Dominique Pialot, excuse-moi. On ne t'entend pas, si tu peux ouvrir ton micro. Là, c'est mieux? Voilà, super. Oui, je ne veux pas prendre du temps de parole si on arrive à la fin. Non, vas-y. C'était juste 2 ou 3 petites choses qui faisaient écho à des exemples très concrets, là où on redescend un peu par rapport à la nature des échanges qu'on vient d'avoir, qui était d'ailleurs très, très intéressant. Je voulais dire que sur l'histoire de la transversalité et de la pluridisciplinarité, j'avais eu l'occasion d'échanger récemment avec Kalina Raskin, qui dirige le CIBIOS, qui est le centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Elle me disait qu'elle avait accompagné un thésard sur la manière comment des organisations, des entreprises en l'occurrence, pouvaient travailler ensemble en s'inspirant du vivant, et que ça avait été très très compliqué en fait, les échanges entre les directeurs de thèse représentant différentes disciplines. Ils ne se comprenaient pas du tout, quoi. En fait, c'était ça le plus compliqué dans la thèse en question. Donc, c'était juste un petit témoignage concret. Et puis, concernant la transformation ou la transition et les échelons de temps de moyen long terme, on reproche beaucoup en fait aux entreprises notamment qui prennent des engagements de long terme de ne pas tellement s'intéresser et en tout cas de ne pas tellement expliquer comment ils vont s'y prendre
pour aller du point de départ au point d'arrivée. Et au contraire, se complaire dans le point d'arrivée sans trop, pour l'instant, prêter d'attention au chemin pour y parvenir. Voilà. C'était ça juste que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bon, Cécile, je pense que de toute façon, ces débats ne concluent pas comme ça. Donc, je te laisse le soin peut-être de dire un mot et puis de conclure avec, comme d'habitude, le vœu auprès du secrétaire général de l'ONU, le vœu auprès du président de la République et le vœu auprès du citoyen. Voilà, on t'écoute avec beaucoup d'intérêt. Oui, je trouve que c'est un exercice difficile. Certes. Alors, merci d'abord aussi beaucoup de l'échange et de voilà. Et en fait, en un sens, je regrette beaucoup qu'on ne soit pas en présentiel, comme on dit, pour pouvoir avoir une autre qualité d'interaction entre les uns et les autres. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, je vais peut-être là sur les 3 vœux, je me disais, mais au fond, au secrétaire général de l'ONU, moi, il me semble que la vocation de l'ONU, c'est d'essayer de prendre en charge donc, les éléments qui peuvent permettre justement de dessiner les chemins d'un monde vraiment en commun. Et du coup, alors c'est peut-être que là, c'est les sujets sur lesquels je travaille ou auxquels je m'intéresse davantage. Il me semble qu'il y a en ce moment, alors il y a la discussion à l'ONU sur un traité contraignant pour les multinationales. Alors je ne sais pas ce qu'en pense Pierre ou autre, mais moi je pense vraiment très important de pouvoir arriver à une harmonisation des règles du jeu collectif et voilà. Et ce qui est, en un sens, ce traité serait l'extension de la loi sur le devoir de vigilance française à l'échelle internationale. Alors, je ne dis pas que c'est forcément ça le seul objectif prioritaire, mais voilà, c'est un exemple d'un besoin ou un autre élément fondamental, c'est la transformation des normes comptables. Et ça, voilà, est-ce que l'ONU peut être acteur, actif pour promouvoir cette transformation qui est quand même décisive, justement pour pouvoir faire converger pour les entreprises les questions de la rentabilité économique et financière avec l'intégration d'éléments socio-écologiques. Là encore, voilà, donc ça serait ça mon vœu auprès pour l'ONU, auprès du président de la République, et ben, je lui dirais d'écouter ce qui a été dit par la Convention citoyenne pour le climat, et que le fait à la fois du CARE, pour d'ailleurs des aspects voilà, assez clés de nos vies quotidiennes, et puis là en fait de quand même d'enterrer beaucoup de mesures me semble voilà, extrêmement dommage par rapport à ce que pu représenter. Cécile, je t'interromps parce qu'il y a du bruit de retour. Oui. Si chacun pouvait fermer son micro, c'est très bien. Oui. Hein, vraiment, il y a du bruit de retour. Oui. Merci. Oui, je trouve que cette Convention citoyenne pour le climat, elle dit quelque chose de… Voilà, alors là encore, les mesures, elles peuvent être discutables, etc. Mais elles ont le mérite de montrer sur les différents aspects de nos vies quotidiennes combien des transformations sont possibles. Alors, après, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que disait Sylvain, du fait en fait, on a déjà beaucoup de solutions. La question, c'est de se poser les bonnes questions voilà, pour orienter les décisions à prendre. Et voilà. Mais ce que je donne cet exemple de la Convention citoyenne pour dire qu'il y a une espèce de décalage entre un niveau d'intention affiché et puis ensuite le fait de ne pas prendre au sérieux les mesures proposées, qui continue là encore à nourrir ce discrédit en fait du politique aujourd'hui. Voilà, donc c'est en ce sens-là que j'en parle. Et puis pour les citoyens, je reviendrai sur ce que j'évoquais peut-être de la transformation sous l'angle de transformation culturelle et peut-être sous l'angle, là en plus dans l'époque que nous vivons, on a beaucoup parlé du prendre soin. Et au fond, les enjeux de la transition, c'est l'enjeu du prendre soin de nos proches. Alors on dit beaucoup prends soin de toi, de nous-mêmes, mais aussi dans ce rapport aux vivants et aux générations futures. Et peut-être de soigner le lien, c'est aussi une façon de pouvoir aider à transformer les représentations collectives de ce qui compte le plus profondément dans nos vies, et du coup pour passer à des modèles moins hyper consuméristes, et au fond qui soient dans lesquels, alors c'est un peu galvaudé de dire plus de liens, moins de biens, mais une approche de la qualité relationnelle comme étant
ce qui peut peut-être être le dénominateur commun d'une réflexion en termes aussi bien de politique publique que de stratégie d'entreprise. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Donc, il me reste d'abord à remercier Cécile pour sa présence, ses interventions tout à fait passionnantes. Je pense que